Alors, le but, c'était que je boive une des bouteilles, et une seulement, pour faire cette petite expérience de physique, qui consiste à voir que... Oups. Mais c'est net. Il y en a une qui va plus vite que l'autre, non? Pourtant, tous les corps chutent de la même façon, quelle que soit leur masse, non? Mais c'est que là, c'est pas une chute. Ouais, en même temps, la force motrice, c'est la force de gravitation. Et uniquement elle. En fonction de l'énergie, justement. Alors, en fait, enfin, je ne vais pas passer trop de temps parce que je voulais parler d'autre chose, mais juste parce que comme j'avais amené ça, après on est parti dans le cosmos. Si vous avez un cylindre vide et un cylindre plein, écoutez, même masse, même coefficient de frottement ici, etc. Coefficient de frottement suffisant pour que, au lieu de glisser, ça tourne. Alors, si ça glisse, quelle que soit la masse, c'est le même mouvement. Si ça tourne, la différence, c'est que, en fait, chaque point va avoir une vitesse différente. Le centre de masse, il va avoir la vitesse dictée par les lois de Newton, et puis après, il va y avoir une rotation qui est liée donc à l'existence d'un moment, qui va mettre le corps en rotation. Au début, il ne tourne pas, puis après, il tourne. Donc, il y a un couple de forces, il y a des forces qui ont un moment non nul, et ces forces, on les connaît. Donc, il y a une réaction. Donc, il y a le poids, comme ça. Il y a, en ce point d'application, bon, il y a une force orthogonale au support qui empêche que le corps rentre dans le support. OK. Et puis, mais celle-là, elle passe par l'axe. Donc, elle ne crée pas de moment. C'est comme si vous poussez sur les gonds, il ne va rien se passer, ça ne va pas ouvrir la porte. Mais vous avez une petite force ici de frottement. Je mets un petit f, ça c'est le poids, vous pouvez la sommer les deux, si vous voulez, ça vous fait un truc comme ça. En tout cas, donc d'accord, la réaction plus le petit frottement, ça fait un truc comme ça. Bref, vous avez une force qui fait quelque chose par là, et puis celle-là, et donc vous voyez que ça donne envie de basculer comme ça. Et c'est pour ça que ça se met à tourner comme ça, effectivement. C'est un petit tour, d'accord. Ça se met à tourner grâce à la force de frottement. Donc c'est en fait, c'est la force de frottement, ici, qui fait tourner le corps. D'accord ? Donc, et donc, effectivement, si la force de frottement est suffisante, le corps se met à tourner. Si elle n'est pas suffisante, ça va glisser. Ok, très bien. Mais pourquoi, pourquoi un corps plein tomberait-il plus vite qu'un corps vide, enfin, tomberait et roulerait, enfin, dévalerait la pente plus vite, on va dire, c'est que, en plus, donc, oui, donc, je disais, chaque point du corps a une vitesse différente. Pendant que ça bascule ici, ce point-là a une vitesse nulle par rapport au support, puisque justement, c'est lui qui est collé au support. Le centre de masse va à une certaine vitesse. Le point ici va 2 fois plus vite, en fait, puisque le corps est en train de basculer autour de ce point-là. Donc s'il est 2 fois plus loin, il va 2 fois plus vite. Ce point-là va moins vite. Ce point-là, en fait, il va par là. Ce point-là, il va par là. C'est-à-dire que tout en étant entraîné par là, mais il y a quand même la rotation. Et donc, vous vous rappelez qu'on avait dit ce point-là est le centre instantané de rotation. Et donc, en fait, le champ de vitesse du solide est toujours tel qu'en chaque point, la vitesse est orthogonale à la ligne qui relie le centre instantané de rotation au point qu'on considère.
Donc ceci est vrai partout, là aussi. Donc ce point-là, en fait, il n'est pas en train d'aller par là, parce qu'il va par là, mais il tourne. Donc en fait, il va par là, etc., etc. Ce point-là va par là. Bref, tout bascule autour du centre instantané. Donc chaque point a une vitesse qui lui est propre, et l'énergie totale du corps en rotation, c'est la somme des énergies cinétiques, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, pour tous les corps. Et on avait vu que donc ça donne ce qu'on avait appelé l'énergie cinétique de rotation. Donc en fait, on peut décomposer le problème en l'énergie du centre de masse, qui est 1/2 de... Vous savez, le centre de masse, c'est donc le point qui résume tout le système, qui est la moitié de la masse totale du système fois la vitesse du centre de masse au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique du corps globalement. Et dans le référentiel du corps, le corps tourne sur lui-même. Et donc, il y a la somme de tous ces petits mouvements, alors cette fois avec la vitesse relative au centre de masse, qui donnait 1/2 de, vous vous rappelez, on avait dit le coefficient d'inertie, qui est la somme des masses fois la distance à l'axe au carré, le fameux coefficient d'inertie qu'on appelle moment d'inertie, fois la vitesse angulaire de rotation au carré. Hein. C'était l'analogie entre l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation, qui n'est rien d'autre que la collection de toutes les énergies de translation, mais néanmoins. Donc l'énergie totale du système, c'est ça, plus ça. Et simplement, dans le cas d'un cylindre vide, ça veut dire que toute la masse se trouve sur le bord, et donc toute la masse se trouve à une distance grand R du centre, où R est le rayon du cylindre. Tandis que dans le cas d'un cylindre plein, la masse se trouve à une distance en moyenne beaucoup plus proche du centre. Donc, le moment d'inertie qui dépend de la répartition des masses par rapport à l'axe de rotation, le moment d'inertie dans le cas d'un cylindre plein, je vais noter, moment d'inertie pour un cylindre plein est plus faible. Puisque la plupart des masses, la plupart des constituants sont beaucoup plus proches. C'est plus dur de faire tourner, ça coûte plus de faire tourner une masse loin de l'axe que près de l'axe. Et de fait, parce qu'elle tourne plus vite, et donc elle a plus d'énergie. En fait. Et donc l'énergie récupérée lors de la chute du corps, c'est quoi l'énergie récupérée? C'est le fait qu'on était haut dans le champ de pesanteur, puis après on est plus bas. Donc on a perdu de l'énergie potentielle, la force de pesanteur a travaillé vers le bas, elle a travaillé positivement, elle tire vers le bas et le corps est effectivement allé vers le bas. Donc la force a travaillé positivement, donc elle a donné de l'énergie au système. C'est pour ça que le corps se met à avoir de l'énergie. Simplement, cette énergie, elle est répartie en le mouvement global du corps et son énergie de rotation. Mais pour une même vitesse de rotation, vitesse angulaire de rotation, pour une même vitesse de rotation, le corps qui a le moment d'inertie le plus grand a aussi l'énergie la plus grande, évidemment. Le corps qui a ses masses le plus loin de l'axe a plus d'énergie quand il tourne à une vitesse donnée qu'un corps qui a ses masses plus près. C'est facile de faire tourner un petit truc, c'est beaucoup plus dur de faire tourner une chaîne très, très longue. D'accord ? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et donc, en fait, il y a plus d'énergie dans la rotation. Alors, pour que ce soit... Enfin, ce serait préférable d'avoir deux cylindres vraiment de même masse, un creux et un vide, parce que là, on verrait que c'est la même masse, donc il n'y aurait pas le souci, mais par ailleurs, la gravitation agit de la même façon sur toutes les masses, donc on peut s'en affranchir, mais c'est plus parlant, enfin, on peut poser le problème proprement, tout résoudre, etc., mais disons, si vous avez un cylindre creux et un cylindre
plein, de même masse, même coefficient de frottement, les mêmes choses, donc vu de l'extérieur, enfin, il n'y a rien qui change, mais en fait, vous verrez que le cylindre creux, pour une même vitesse angulaire de rotation, en fait, a une énergie plus grande, et donc il a une inertie plus grande, en fait, ce coefficient d'inertie, donc il a plus de masse, enfin, ça coûte plus de faire tourner un truc qui a ses masses loin de l'axe qu'un truc qui a ses masses près de l'axe. C'est assez naturel, en fait. Mais si je vous donne deux cylindres qui ont l'air les mêmes, que vous les avez dans les mains, c'est les mêmes, mais si je change la répartition à l'intérieur, vous verrez qu'en fait, vous allez pouvoir détecter en fait, la répartition des masses à l'intérieur sans le voir, juste en voyant, par exemple, comment ça tourne. Bref, c'était en passant, mais on a assez parlé de rotation et de moment cinétique aujourd'hui. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Peut-être on peut finir sur l'énergie, parce qu'on ne va pas rentrer dans les champs maintenant, parce que je me connais, ça risque de durer. On fera les champs la prochaine fois, et puis peut-être on commencera un petit peu de relativité. Enfin, ouais, on dira quelques mots. Mais je voulais juste finir sur l'énergie. Donc, on a vu que l'énergie se conservait, et c'est en quelque sorte sa définition. L'énergie, c'est ce qui se conserve au cours du temps. Mais c'est aussi, on a vu que l'énergie était associée à des transformations. Donc, il y avait une transformation mécanique, c'est effectivement un mouvement. Donc, si vous avez une certaine vitesse, vous avez une énergie sous forme cinétique, 1,5 de mv2, très bien. On a vu le lien, c'est comme ça qu'on a introduit en mécanique l'énergie, le lien avec la notion de travail, donc notion technique qui dit que le travail, c'est l'application de la force pendant un petit déplacement, sur un petit déplacement, je le note comme ça. Et donc ça peut être contre-productif, ça peut être négatif ce travail, mais très bien, ça Et puis, on a parlé de chaleur, et on a vu donc qu'il y avait d'autres formes d'énergie. Donc, une énergie, je vais dire, invisible à l'échelle macroscopique, mais qui est en fait macroscopique, qui est lié en fait à l'agitation des particules à l'échelle microscopique. Donc elle n'est pas microscopique. Donc qu'est-ce qu'on avait? Il y avait d'autres questions sur la chaleur et la température. Ça vous allait à peu près ce qu'on a dit, parce qu'on a fini rapidement hier là-dessus. Donc il y a l'idée qu'on peut mesurer de la chaleur par une élévation de température, et donc on peut calibrer des quantités de chaleur en voyant des quantités d'élévation de température, c'est-à-dire donc des variations de température, sachant qu'une même quantité de chaleur va élever plus ou moins un certain corps suivant sa masse, suivant sa nature aussi. Donc on peut comparer les corps, si, peut-être dire ça, suivant leur capacité calorifique. J'avais pris l'exemple, je mets de l'eau, et puis je plonge un bloc, plonge un bloc de quelque chose qui est chaud. Je crois que j'avais mis 80 degrés ici, et puis de l'eau à 20 degrés, et ça fait une élévation de température. Et alors, si je mets une masse plus grande, ça fait plus, etc. Donc, on peut, voilà, j'avais juste, enfin, sans aller dans le détail, j'avais montré comment on peut quantifier des apports de chaleur par une quantification des variations de température. Si je mets 1 kg de, je ne sais plus, j'avais du cuivre ou quoi, dans de l'eau, avec cette température-là, il y a une certaine variation de température qui est ce qu'elle est. Si je mets autre chose que du cuivre, on avait vu que ça pouvait être autre chose, etc. Si je mets le cuivre, mais non pas dans l'eau, mais dans un autre liquide,
alors ça va aussi être différent. Donc il est né comme ça l'idée de capacité calorifique, c'est-à-dire en fait la quantité de chaleur qu'un corps peut, euh, euh, peut porter en lui euh, pour une variation de température donnée. C'est-à-dire, vous faites chauffer, je mets une flamme, voilà, vous faites chauffer un bloc de cuivre. Vous tenez un bloc de cuivre qui commence à 20 degrés, puis vous mettez un thermomètre dessus, et puis vous voulez le porter à 80 degrés. Et vous avez une source de chaleur, ici vous mettez une flamme, toujours la même, et vous pouvez regarder par exemple combien de temps ça prend. Puis après, vous pouvez faire la même expérience avec un bloc de plomb, ou un bloc d'or, ou un bloc d'argent, ou un bloc de bois, enfin le bois il va brûler, un bloc un autre corps. Et est-ce que vous croyez que ça va prendre le même temps à arriver? Bien sûr que non. On voit bien que, pourtant l'apport d'énergie est le même, enfin, c'est une façon on peut faire des choses propres, mais donc j'apporte autant d'énergie sous forme de chaleur, ou si vous voulez vous rappeler l'expérience de Joule, là, où on fait tomber un corps qui fait tourner des pales dans de l'eau, qui frotte, on sait exactement quelle énergie a été déposée, donc dissipée, et on regarde l'élévation de température. Donc je peux voir donc je peux contrôler la quantité d'énergie que je mets dans le système sous forme de chaleur. D'accord ? Je frotte toujours de la même façon, je dépose toujours la même quantité d'énergie. Pour la même quantité d'énergie déposée, je peux avoir des variations de température qui sont différentes. Quand je mets de l'énergie, toujours la température va augmenter, mais plus ou moins grande. Et donc, on peut définir cette quantité de chaleur qu'on note Q en général. On peut l'associer à une variation de la température. Plus on met de chaleur, plus la température varie. Mais il y a un coefficient. Alors d'abord, ça dépend de la masse, c'est-à-dire pour chauffer un corps, enfin 2 fois plus du même corps, évidemment, il faut que je mette 2 fois plus d'énergie, ça c'est naturel, donc ça va être proportionnel à la masse. Et puis, il y a un coefficient qui dépend du corps. Il y a des corps, c'est facile de les chauffer, et il y a des corps, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, ils ont une espèce d'inertie thermique plus grande, et qu'on a beau leur donner de l'énergie, ça ne fait pas beaucoup varier leur température. Ce coefficient, c'est ce qu'on appelle justement la capacité calorifique. Alors, capacité calorifique massique, c'est pour dire c'est par unité de masse. On appelle ça aussi la chaleur massique. Donc tout ça, c'est des termes, c'est des vieux termes, enfin qui demeurent, mais qui remontent à une époque où on ne savait pas ce qu'était la chaleur, est-ce que c'est de l'énergie vraiment. Alors, bon, Joule a montré l'équivalence, comme je l'ai expliqué hier, entre la calorie et l'énergie mécanique, l'unité d'énergie mécanique. Bref, donc on a ce genre de loi avec ce coefficient donc, qui dépend du corps. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, vous donnez de l'énergie à un corps, sa température augmente, et en fait, ce corps va pouvoir vous restituer de l'énergie. C'est-à-dire qu'après, justement, j'ai chauffé mon bloc de cuivre, par exemple, et après je le mets dans l'eau, l'eau va chauffer. Et elle va chauffer de combien? Alors ça va dépendre de sa propre capacité calorifique, mais on peut, enfin, en travaillant quantitativement sur ce genre d'expérience, on peut montrer qu'en fait, il y a une quantité de chaleur qui est là et en fait qui ne se perd pas, en fait, qui rentre dans les bilans énergétiques. Alors, il peut y avoir le passage d'une énergie mécanique à une énergie thermique, un frottement. Il peut y avoir le passage d'une énergie thermique à une énergie mécanique dans certaines conditions. Et ça, c'est la grande affaire de la thermodynamique. Comment, à partir du thermique, on fait du dynamique, c'est-à-dire du mouvement. Et donc, c'est la révolution industrielle, c'est les machines à vapeur, c'est comment
parce que faire de la chaleur, on sait faire. On prend un bout de bois, un bout de charbon, on le brûle, ça chauffe. Donc, alors, pourquoi? Eh ben, en fait, l'énergie se conserve. Il y avait de l'énergie sous forme chimique, et on y revient après. On libère cette énergie, et essentiellement, ce qui passe, c'est que ça chauffe. Cette chaleur, on peut la récupérer pour la transformer en énergie mécanique, pour faire travailler des forces et mettre en mouvement des choses. C'est le principe de la locomotive à vapeur. Ouais. Oui, mais du coup, justement, je me posais la question, mais dans un monde où il n'y a pas de locomotive, etc., bref, le quotient d'énergie reste nul, il n'y a pas de changement. Mais donc, si l'énergie du mouvement elle est traduite, in fine, enfin parfois elle se traduit en énergie sous forme de chaleur, et qu'on n'a pas les inventions qui font qu'on peut faire ce retour. Enfin, parce que du coup, moi j'essaie de faire une espèce de cycle de l'eau de l'énergie. Ouais. Du coup, si jamais on chauffe quelque chose, ça fait chauffer l'air, l'air remonte, ensuite Ouais. ça crée du vent, et peut-être que c'est potentiellement le vent qui remet en mouvement le truc. Tout à fait, tout à fait. Ah, okay. Oui, oui. L'énergie, quand vous brûlez une bougie, effectivement, vous libérez de l'énergie, ça chauffe l'air, vous avez un courant d'air vers le haut, parce que alors du coup, il y a une expansion de l'air, parce qu'il est plus chaud, sa pression augmente, donc il devient, il s'expand, du coup il devient plus léger, donc il monte, vous avez des courants, et du coup il y a du mouvement, il y a un mouvement de l'air, et ça, il y a de l'énergie mécanique dans ce mouvement. Donc effectivement, ça se voit de toute façon, enfin je veux dire, le fait que de la chaleur puisse conduire à un mouvement, c'est manifeste. Il suffit de brûler une bougie. Maintenant, c'est pas très efficace, on fait bouger un peu d'air, et puis la chaleur petit à petit, en fait, quand vous avez un corps chaud en contact d'un corps moins chaud, bah, vous avez aussi, en fait, de la diffusion de la chaleur. Donc ça, c'est tous les travaux de Fourier, etc. Si vous mettez un corps chaud, je pose un corps chaud sur la table, bah, la table va chauffer petit à petit. Mais alors, ça va chauffer de proche en proche, en fait. D'où l'idée qu'il y a cette espèce de fluide calorique qui se propage. Alors, en fait, maintenant, on comprend. En fait, c'est que dans le corps chaud, les molécules sont en mouvement rapide, il y a une forte énergie cinétique. Donc en fait, c'est de l'énergie mécanique, l'énergie de chaleur. Mais simplement, à notre échelle, il n'y a rien qui bouge. Mais en fait, si, ça bouge. Bref, donc il y a une agitation des molécules qui vont, évidemment, il y a des frottements, enfin, elles rentrent en contact avec les molécules de la table qui, du coup, se mettent à bouger plus vite, récupèrent une partie de l'énergie, et puis de proche en proche, en fait, on finit par répartir l'énergie sur l'ensemble des choses qui peuvent prendre de l'énergie, quoi. Et donc, petit à petit, on arrive à l'équilibre et on égalise les températures. Donc, effectivement, il y a de l'énergie sous forme de chaleur. On comprend très vite qu'il y a un lien entre la chaleur et l'énergie mécanique, mais il y a une forme de déséquilibre qui est que, à partir de l'énergie mécanique, faire de la chaleur, c'est facile. Vous avez un truc à une vitesse, vous l'envoyez contre un mur, enfin, vous mettez un mur devant, et alors, l'énergie va être utilisée pour déformer la matière, vous allez peut-être casser des trucs, et évidemment pour casser, je ne sais pas, si je veux casser cette table, j'ai intérêt à taper fort, mais du coup si je tape fort et que je la casse, il y a beaucoup d'énergie qui est passée dans casser la table. Mais par ailleurs, elle va chauffer aussi, etc. Donc récupérer de l'énergie mécanique pour faire de la chaleur, ça c'est assez facile. Et à chaque fois que je fais un truc comme ça, voilà, j'ai de l'énergie mécanique, et là j'en ai plus du tout à mon échelle, et donc j'ai intégralement transformé l'énergie mécanique en chaleur. Un petit peu de son, etc., mais qui a fini par être absorbé par les murs, et en fait, ça a chauffé. Au bout du compte, vous voyez qu'il y a une espèce de hiérarchie des énergies. Il y a l'énergie mécanique qui, pour nous, est très utile, parce que, voilà, on veut des déplacements, on veut bouger des choses, on veut nous-mêmes se déplacer. Puis il y a une énergie sous forme de chaleur, qui est complètement diffuse, qui n'est pas à notre échelle, qu'on ne voit pas, qui est là bien sûr, mais qui tend d'ailleurs à se dissiper partout, c'est-à-dire à s'égaliser partout. Si vous chauffez quelque part, encore une fois, à la fin, enfin, vous n'allez pas maintenir un corps chaud à côté de corps froid, et puis ça reste comme ça. C'est juste pas possible, ça va se dissiper. Donc il y a une forme de hiérarchie des énergies qui font que l'énergie mécanique, à notre échelle, elle est en quelque sorte un peu plus noble, en tout cas elle nous est plus utile, mais je dis elle est plus noble au sens où c'est pas si simple de l'avoir.
Tandis que l'énergie, transformer ça en chaleur, ça c'est facile. L'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Comment changer de la chaleur? Comment, en chauffant, en apportant de la chaleur, je vais mettre ce corps en mouvement pour le ramener là? Ben ça, en fait, c'est pas possible. Et ça, les gens s'en rendent compte rapidement. Et toute l'histoire de la thermodynamique, en tout cas le deuxième principe de la thermodynamique, c'est qu'effectivement, il y a une forme de hiérarchie des énergies et que vous pouvez passer du mouvement à la chaleur, passer de la chaleur au mouvement, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, donc j'ai pris l'exemple de la bougie, mais il y a évidemment la machine à vapeur, et donc toute l'histoire, c'était d'abord, est-ce que c'est possible de transformer toute la chaleur en mouvement, c'est-à-dire augmenter le rendement en fait, d'une machine à vapeur, d'une machine à charbon, enfin d'une locomotive. Et on comprend que c'est un enjeu industriel important. C'est-à-dire, parce que quand vous faites fonctionner une locomotive en brûlant du charbon, essentiellement, il y a plein de chaleur partout qui est perdue. Ça chauffe. Il y a des trucs qui partent dans... vous chauffez de l'air aussi, il y a la cheminée, machin. On voit bien qu'il y a plein d'énergie qui est là, qui est perdue. Parce que ce qu'on veut, c'est du mouvement. Et en fait, on arrive à récupérer du mouvement, mais seulement une partie. Et donc, il y a tout un travail de réflexion sur comment passer d'une énergie à une autre et comment optimiser ce passage. Alors, optimiser pour nos besoins propres. De toute façon, l'énergie se conserve. Une fois qu'on a compris ça, la question maintenant, c'est de diriger les transformations d'énergie. Et donc, il y a deux principes fondamentaux en thermodynamique, le premier et le deuxième. Le premier principe, je pense que vous avez entendu parler de ça, non, en histoire des sciences au moins. Donc c'est évidemment une étape majeure de la compréhension en physique. Le premier principe dit l'énergie se conserve. Donc ça, c'est bien. Alors ça, c'était avant le théorème de Noether, bien sûr. Hein. Donc à ce stade, c'est un principe, c'est-à-dire on constate qu'effectivement, il y a un équivalent entre l'énergie thermique mesurée par des variations de température des corps, etc., et l'énergie mécanique. Les expériences de Joule, on voit que ce rapport est toujours le même. Donc c'est vraiment la même chose. Il y a une chose commune à la chaleur et au mouvement, etc., qui est précisément l'énergie. L'énergie se conserve. Et ça se dit que quand vous avez un système qui a une certaine énergie interne, qu'on note U en général, l'énergie interne d'un système, enfin peu importe comment on la note, mais c'est l'énergie interne, eh bien la variation d'énergie interne, delta U, variation d'énergie d'un système, est égale, très exactement, au travail fourni au système, plus la quantité de chaleur fournie au système. Donc c'est bête comme tout. Ça veut dire qu'en fait, ça identifie qu'il y a deux types d'énergie qui peuvent être fournies à un système. Alors en fait, il y a plus que ça, mais du coup, on englobe dans la chaleur des choses qui ne devraient pas, mais enfin... Tout dépend après ce qu'on met derrière ces termes. Mais essentiellement, là, vous voyez que donc il y a de l'énergie mécanique que vous pouvez fournir à un système. Vous faites travailler une force, c'est exactement ce qu'on disait. Alors la force, ça peut être des forces de pression qui vont pousser un piston. Hein, typiquement, une machine dans un moteur, vous faites chauffer un gaz, un moteur à explosion, je sais pas, vous faites une réaction chimique qui libère de l'énergie, qui va vous chauffer le gaz, qui va augmenter la pression, qui va pousser le piston, et le piston va pousser un engrenage qui fait tourner une roue, et voilà. Donc, il y a de la transformation d'énergie comme ça, mais donc il y a une partie, il y a un travail mécanique que vous pouvez fournir à un système. J'exerce une force sur le système, et donc je lui donne de l'énergie par un travail mécanique. Mais donc, il y a l'identification qu'il y a une autre forme d'énergie, chaleur, qui participe, qui est en fait de même nature abstraite que le travail. Enfin, c'est une autre
types de manifestations d'une même chose qui est l'énergie. Et donc la variation d'énergie d'un système, c'est tout ce qu'il a reçu. Alors ça peut être positif ou négatif, ça peut être lui qui donne, qui fournit un travail et du coup il perd de l'énergie, ou bien il fournit de la chaleur et du coup il perd de l'énergie. Mais en fait, que ce soit sous forme de travail ou sous forme de chaleur, l'énergie c'est l'énergie. C'est ça que dit le premier principe. L'énergie c'est l'énergie, quelle que soit sa forme, et elle se conserve en toutes circonstances. C'est ça le premier principe de la thermodynamique. C'est ces deux aspects. L'énergie c'est l'énergie, et elle se conserve. Enfin, toute énergie est de l'énergie. Et il y a plusieurs formes d'énergie, très bien. Et le deuxième principe, alors il y a plein de formulations parce qu'on a mis du temps à comprendre ce qu'il y avait derrière. Alors je ne suis pas très fort en histoire des sciences, mais il y a une formulation de Clausius, il y a une formulation de Carnot, il y a une formulation de Kelvin, qui ont l'air d'avoir rien à voir entre elles, parce que justement, c'est des façons différentes de voir un problème qui n'a été résolu que plus tard, avec l'introduction de la physique statistique et Boltzmann. Ce principe, en gros, tourne autour de l'idée que toutes les énergies ne se valent pas. Elles se valent d'un point de vue énergétique, elles entrent dans le même bilan, mais qu'il y a effectivement, c'est plus facile de faire de la chaleur que de faire du mouvement, en quelque sorte. Et donc, on peut transformer du mouvement en chaleur. On peut aussi transformer de la chaleur en mouvement, mais pas avec une efficacité, avec un rendement total, en fait. Donc, il y a plusieurs formulations. Il faudrait, enfin, je ne sais pas si vous étudierez ça en histoire des sciences, c'est quelque chose de vraiment très important. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Une des formulations, alors je ne sais pas si c'est Clausius ou... c'est un constat, c'est que la chaleur, c'est-à-dire l'énergie sous forme thermique, sous forme de chaleur, pas mécanique, passe toujours du corps chaud au corps froid. C'est-à-dire que si vous mettez un corps chaud sur un corps froid, enfin en contact avec un corps froid, vous allez atteindre un équilibre. Et cet équilibre va correspondre aux deux corps qui auront la même température. Et cette température sera intermédiaire. Le corps chaud aura donné de l'énergie au corps froid, qui aura vu donc sa température augmenter. Et du coup, le corps chaud ayant donné de l'énergie, comme l'énergie se conserve, il en aura perdu, exactement autant que ce qu'il a donné. Et donc le corps chaud ayant perdu de l'énergie va avoir sa température plus basse. Et donc il y a un transfert d'énergie du corps chaud au corps froid, qui va toujours du corps chaud au corps froid. Ça paraît évident parce que on a l'habitude, mais après tout, c'est juste un transfert d'énergie. Pourquoi on ne pourrait pas prendre de l'énergie d'un corps froid pour la mettre au corps chaud? C'est-à-dire que le corps chaud deviendra encore plus chaud et le corps froid encore plus froid. D'un point de vue énergétique, c'est possible. Ça ne violera pas la conservation de l'énergie. Dès lors que le corps chaud récupère autant que ce qu'a perdu le corps froid, de l'énergie pourrait parfaitement passer du corps froid au corps chaud sans aucun problème. Sauf que ça ne se produit jamais spontanément. C'est un constat, et du coup, on peut dire c'est un principe parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. C'est un constat. Alors on peut se dire, oui, mais peut-être seulement dans certaines circonstances, il y a peut-être moyen. Et les gens ont essayé de chauffer un corps en prenant de la température, en prenant de l'énergie thermique à un autre, donc de refroidir l'autre corps. Et au bout d'un moment, on simplifie le problème, on essaye d'isoler les points clés, et on s'aperçoit que c'est pas possible. Enfin, on soupçonne que c'est pas possible, et on peut l'énoncer en principe. Spontanément, l'énergie ne passe que va toujours du corps chaud au corps froid. Pourtant, on sait bien qu'on est capable de prendre de l'énergie à un corps froid pour le refroidir. C'est le principe du frigo. Quand vous avez un frigo, il fait déjà plus froid que dans la pièce, et puis maintenant vous pouvez baisser la température du frigo, il va être encore plus froid. Donc vous avez abaissé la température du corps froid, alors qu'il y avait des corps chauds autour. Oui, mais pour ça, vous avez fourni un travail. Vous êtes obligé de fournir un travail en plus. Donc dans un frigo, vous faites tourner un compresseur qui après, par dilatation de l'air, ça refroidit, etc. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, spontanément,
si vous avez deux corps à des températures différentes, vous allez atteindre un équilibre, et cet équilibre correspondra à un bilan où le chaud a perdu de l'énergie, le froid en a gagné. Et à la fin, ils ont la même énergie, et une fois qu'ils ont la même énergie, c'est fini, il n'y a plus de transfert de chaleur. En tout cas, le bilan net est nul, c'est-à-dire il peut passer un peu, si vous avez l'agitation des mucus, celle-là peut taper celle-là, puis celle-là, mais c'est l'équilibre. Par définition, l'équilibre, il n'y a plus rien qui se passe à notre échelle. Alors, c'est toujours un jeu entre ce qui se passe à l'échelle microscopique et ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Parce que là, quand je dis il n'y a pas de mouvement, ce corps n'est pas en mouvement, oui, mais il y a plein de mouvements dedans. Simplement, à l'échelle macroscopique, ce corps est au repos, les constituants ne sont pas au repos. Donc, la thermodynamique concerne les corps macroscopiques. Premier principe, il y a différentes formes d'énergie, mais elles se valent toutes et de toute façon, ça se conserve. Deuxième principe, l'énergie va du chaud vers le froid, spontanément, jusqu'à l'équilibre. Donc, c'est une façon de formuler. Une autre façon de formuler, alors les gens ont proposé différentes formulations suivant les problèmes qu'ils étudiaient, etc. Et après, l'idée c'était de montrer qu'elles sont équivalentes, toutes ces formulations. Et elles le sont effectivement. Une autre formulation, de dire qu'on ne peut pas récupérer intégralement du travail de la chaleur. C'est-à-dire on ne peut pas transformer Q donne W, c'est impossible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre de la chaleur et en faire du travail intégralement. Je le note comme ça, enfin, c'est pas précis. Tandis que du travail en chaleur intégralement, c'est possible. Encore une fois, voilà, je fais ça, j'ai transformé tout le travail en chaleur. C'est-à-dire toute l'énergie mécanique en énergie thermique. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Ça, c'est des raccourcis. Autre formulation, mais enfin, oui, enfin, c'est lié. Oui. Vous ne pouvez pas faire un cycle thermique, enfin un cycle, une machine cyclique, un moteur de quelque sorte que ce soit, qui prenne de l'énergie à un corps qui a une certaine température pour en faire du travail, c'est-à-dire ça le refroidit et vous en faites du travail. Vous ne pouvez pas donc... ouais, ok. Oui, ça c'est ça. Par contre, vous pouvez, si vous avez une différence de température, ce qu'on appelle une source chaude et une source froide, donc vous avez une espèce de réservoir à une température haute et un truc à une température basse. Si vous les mettez en contact, donc on a dit il va y avoir un flux de chaleur du corps à température haute au corps à température basse. Très bien, l'énergie se conserve. Ce qu'il est possible de faire, c'est de prélever du travail mécanique. C'est-à-dire vous pouvez prendre de l'énergie à un truc qui a une certaine température, vous pouvez prendre de l'énergie pour faire du travail. Mais vous ne pouvez pas prendre toute son énergie. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre juste de l'énergie à un truc qui a de la température, vous baissez sa température et vous faites de l'énergie. Vous ne pouvez prendre qu'une partie, vous avez besoin de donner de l'énergie à une partie de l'énergie que vous prenez doit être donnée à une source qu'on appelle la source froide, un truc qui a une température plus basse. Donc vous voyez, je vous dis encore une fois, il y a plusieurs formulations, on peut montrer que tout ça est équivalent. Le point clé, enfin le fin mot de l'histoire, en quelque sorte, a été résolu à travers la notion d'entropie. C'est vraiment une notion très importante en physique, dont on comprend maintenant entièrement le sens physique et la nature à l'échelle microscopique, mais dont il est remarquable de voir qu'elle a été introduite avant qu'on en comprenne la nature
sur la simple, justement par le raisonnement thermodynamique, en voyant ça, les gens ont compris, donc une autre formulation en quelque sorte de ce second principe, c'est qu'il existe, et ça c'est assez fort, c'est vraiment très fort, il existe une fonction d'état, et je vais dire tout de suite ce que c'est, il existe une fonction d'état, appelée entropie, non, qui ne peut qu'augmenter lors d'une transformation. Pour tout système, il existe une fonction d'état qui ne peut qu'augmenter lors d'une transformation et qui reste constante à l'équilibre ou lors d'une transformation réversible. J'écris sur moi-même, mais bon, c'est pas la même couleur. J'espère que vous pouvez voir. Donc il y a des transformations, voilà, c'est aussi l'idée qu'il y a des transformations qui sont réversibles et d'autres qui ne le sont pas. Alors ça veut dire quoi réversible? Ça veut dire que vous pouvez réaliser la même transformation dans l'autre sens, mais en suivant le même chemin. Et donc par exemple, vous mettez un glaçon dans de l'eau chaude, il va fondre, mais l'énergie se conserve, bien sûr. C'est-à-dire qu'il va prendre un peu d'énergie de l'eau qui était plus chaude, il va y avoir un transfert de chaleur, il va chauffer, il va d'ailleurs changer d'état, il va devenir de l'eau, okay, et puis à la fin, on a une température d'équilibre. Jamais vous verrez dans un bloc d'eau, enfin dans une bassine d'eau, jamais vous verrez un glaçon se former spontanément. Pourtant, énergétiquement, c'est possible. De toute façon, la transformation qui est passée du glaçon à de l'eau à température uniforme, enfin, un glaçon dans de l'eau à de l'eau à une température uniforme, cette transformation conserve l'énergie, puisque tout conserve l'énergie, donc dans l'autre sens, ça conserverait aussi l'énergie, il n'y a aucun problème. Simplement, ça ne va jamais se produire. Pourquoi? D'autant plus qu'à l'échelle microscopique, les lois de la nature sont réversibles. C'est-à-dire tout ce qui se produit peut se produire dans l'autre sens. Si vous écrivez la loi de Newton, m dérivée de la vitesse par rapport au temps égale force, eh bien vous voyez que cette loi est réversible si vous inversez le cours du temps et que vous renversez les vitesses, c'est la même loi. dt devient moins dt, dv devient moins dv, et tout va bien. Le rapport des deux reste le même. Les lois fondamentales de la physique sont réversibles. Et pourtant, macroscopiquement, ce qui se passe n'est pas réversible. Ça, c'est très troublant. C'est très troublant, mais en fait, on a compris que c'était juste un effet statistique. C'est juste qu'il y a des choses qui ont très peu de chances de se passer. Elles sont possibles, mais elles ont très peu de chances de se passer. Et donc, en pratique, on ne les voit jamais se faire. Mais ça pourrait se faire, mais il n'y a juste aucune chance que ça se passe. Si je vous donne 1 milliard de pièces de monnaie et que vous les lancez en l'air et qu'elles retombent, en gros, il va y avoir la moitié de pile et la moitié de face. Mais ça pourrait très bien avoir 1 milliard de fois toute face. C'est parfaitement possible. Ça ne violerait aucune loi de la physique. Il faut juste que vous les ayez lancés de la bonne façon. Mais il y a une façon qui marche. Simplement, ça ne se passera jamais. Mais pas parce qu'il y a un interdit physique fondamental. C'est juste parce que c'est tellement peu probable que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Enfin, si vous le faisiez une infinité de fois, oui, mais on n'a pas une infinité de fois devant nous, et donc ça ne se passera jamais en pratique. Et finalement, on a ramené tous ces interdits. On ne peut pas faire passer de la chaleur du froid au chaud. On ne peut pas changer intégralement la chaleur en travail. On a ramené tout ça à un effet purement statistique. Mais donc,
tout ça peut se rassembler dans une notion, qui est cette notion d'entropie, qui avait été introduite sans savoir son lien avec la statistique, sans jamais avoir même soupçonné qu'il y avait un lien avec la statistique, jusqu'à Boltzmann. Enfin, il y a peut-être des prémices avant, il faut regarder l'histoire des sciences que je ne connais pas, mais simplement sur la base de l'analyse des faits, en prenant ces choses-là comme principe, après avoir constaté que manifestement on n'arrive pas à faire passer du froid du chaud, enfin de la chaleur du froid au chaud, etc. On peut dire, ok, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être un principe de la physique, donc on en fait un principe. Donc maintenant, le second principe de la thermodynamique, c'est plus un principe, c'est juste une conséquence d'une évidence statistique. Mais bref, on l'appelle quand même encore deuxième principe. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, etc. Tout ça peut être rassemblé dans cette notion d'entropie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonction d'état? Eh bien, c'est juste une grandeur, quelque chose, enfin une propriété qui dépend uniquement de l'état d'un système. C'est-à-dire, le système est dans un certain état, il a une certaine température, il a un certain volume, il a une certaine masse, il a une certaine entropie. C'est une propriété. Et ce qui est très fort, c'est que c'est sans doute le meilleur exemple, et peut-être le seul, enfin, pas dans la physique moderne, mais d'une grandeur physique pertinente, profondément pertinente, qui a des conséquences majeures justement sur le comportement des corps macroscopiques, qui n'avait pas du tout été identifié par l'humanité avant. Il n'y avait pas un mot, l'énergie, on ne savait pas précisément ce que c'est, mais on a cette notion-là. La force non plus, entre parler d'une force et écrire la loi de Newton, donc vraiment comprendre que en fait, la force fait varier le mouvement, c'est le taux de changement de vitesse et pas la vitesse, etc. Bon. Mais c'est des notions qui étaient présentes. La notion d'énergie, la notion de puissance, la notion de force, la notion de masse, la notion de vitesse, enfin toutes ces notions physiques, la notion de frottement, enfin de tout ce que vous voulez, de rigidité d'un ressort, on n'avait pas identifié précisément mathématiquement, etc. Mais toutes ces notions sont des notions familières qui sont présentes, et du coup elles sont présentes dans le langage, parce qu'évidemment le langage se développe pour rendre compte des éléments du monde, de la façon dont on interagit avec le monde, etc. La notion d'entropie n'était pas présente. Mais pas du tout. Donc on a inventé ce mot. Et néanmoins, c'est quelque chose de profondément pertinent dans l'étude des systèmes macroscopiques. Alors, ça va être l'heure. Oh, c'est l'heure. Bon, ok. Alors, juste c'est quoi l'entropie? C'est le nombre d'états microscopiques d'un système qui correspondent au même état macroscopique d'un système. Alors en fait, c'est le logarithme de ce nombre, mais on peut dire que c'est lié au nombre de. On donnerait plus de détails la prochaine fois, mais donc c'est le nombre d'états ou le logarithme du nombre d'états macroscopiques d'un système qui correspondent au même état microscopique. Et juste pour donner un exemple, et vraiment on s'arrête, si vous avez prenons le gaz dans la pièce ici, le gaz là maintenant et le gaz là maintenant, c'est rien à voir. Chacune des molécules du gaz, il n'y en a pas une qui est maintenant à l'endroit où elle était avant. Simplement, il n'y a rien qui a changé. Elles ont toutes bougé. Celle-là, elle était là, maintenant elle est là. Puis celle-là, donc elle allait par là, puis maintenant elle va peut-être par là. Elle n'a pas la même vitesse. Donc il y a tout qui change en permanence. Sauf qu'en fait, macroscopiquement, il n'y a rien qui change. Et donc, parce que, en gros, comment on peut décrire ce gaz macroscopiquement? Alors on peut décrire sa composition chimique. Celle-là, de toute façon, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a autant de molécules, à moins qu'il y ait des réactions chimiques dans l'atmosphère, mais sinon, ça ne change pas. Il y a, en gros, sa température, c'est-à-dire l'agitation moyenne des molécules. Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie ou pas beaucoup? Donc, sa température, sa densité, combien de particules par centimètre cube, et puis sa pression. Tout ça est d'ailleurs lié, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous avez quelques paramètres à partir desquels vous pouvez décrire le gaz dans cette pièce, et puis c'est tout ce qui compte. Si vous mettez un thermomètre dans la pièce, peu importe que la molécule elle soit là ou là, que celle-ci elle soit en train d'aller par là, la température c'est la température. Donc en fait, vous pouvez résumer le gaz à notre échelle, la façon dont ce gaz interagit avec nous, avec les murs, parce que ça pousse sur les murs, etc.
tout le comportement macroscopique du système peut se ramener à une pression, une température, une densité. Et tout le reste, c'est complètement indifférent. Simplement, et donc il y a plein de façons différentes de réaliser le même état macroscopique. Eh bien, l'entropie, c'est le nombre de façons différentes de réaliser le même état. C'est ça l'entropie. Et donc, le système va spontanément se trouver dans un état qui peut être réalisé du plus grand nombre de façons. Juste parce qu'il y a plus de chances de tomber sur un truc qui peut se réaliser de plein de façons que d'une façon. Exactement comme quand vous lancez vos pièces, vous allez vous retrouver avec en gros la moitié de pile et la moitié de face. Parce qu'il y a plein de façons différentes de faire la moitié de pile et la moitié de face. Un coup, ce sera lui qui est pile, un coup, ce sera lui qui est face. D'accord. Mais globalement, il y aura la moitié de pile, la moitié de face, à très peu de choses près. Si vous en lancez 3 pièces, non. Des fois, vous allez avoir 3 piles. Des fois, vous allez avoir 3 pièces, 3 faces. Mais si vous lancez 3 milliards de pièces, je peux vous garantir que vous n'aurez jamais toutes les piles sauf 3 faces. Jamais. C'est possible. Et c'est complètement aléatoire. Donc il y a autant de chances que ça se produise que n'importe quoi d'autre. Oui, mais tous les n'importe quoi d'autre qui donnent le même état qu'en gros il y a la moitié de chaque, toutes ces façons-là vont être des possibilités de réalisation, autant que les cas où il y a toutes piles sauf 3 faces, sauf qu'il n'y a pas plein de façons de faire 3 piles, enfin toutes piles sauf 3 faces. Il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup moins de façons de faire ça que de faire des situations où vous avez à peu près la moitié de pile et la moitié de face. Et donc, si vous faites un truc aléatoirement, et ben, ce qui va se produire, c'est que vous n'aurez jamais toutes piles et 3 faces. Jamais. Mais vraiment, jamais. Bien que ce soit absolument aussi possible que n'importe quelle situation que vous obtenez. C'est-à-dire, quand vous lancez votre milliard de pièces, vous regardez, cette situation-là, elle n'avait quasiment aucune chance de se produire. C'est-à-dire, vous pouvez relancer les pièces, vous n'allez jamais la reproduire, celle-là exactement, avec chacune qui sont piles, elles devront être encore piles, et chacune qui était face, elles devront être encore face. Vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez, vous ne le retrouverez jamais. Parce que c'est juste complètement improbable. Par contre, vous allez retrouver une autre façon, vous allez retrouver une autre configuration, où il y a encore autant de piles, à peu près autant de piles qu'autant de faces. Ce ne sera pas la même, parce que c'est aucune chance de retomber sur la même. Mais il y en a tellement différentes qui donnent à peu près autant de piles que de faces, que vous pouvez prédire dès le début que de toute façon, c'est ça qui va se passer. Eh bien, c'est ça l'entropie. Vous pouvez arriver à un état qui peut être fait de 1000 façons différentes, en fait. Oui, pardon. Oui, deux questions, peut-être qu'on commencera à poser. Ouais. Je les pose maintenant. Est-ce que ça veut dire que l'entropie générale, elle est destinée à augmenter? Oui. Parce que... Oui. Oui. L'entropie ne peut qu'augmenter. Voilà. Elle ne peut qu'augmenter lors d'une transformation. Et à l'équilibre, par contre, elle reste constante. Parce qu'on a atteint, en fait, l'état le plus probable. Et bien sûr, en fait, ça pourrait se mettre à évoluer vers un état peu probable. Mais c'est tellement peu probable que, justement, non. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mouvement, en fait, quand l'entropie sera... Alors, si, l'entropie... Si. Il sera un mouvement, ok. Ouais, il y a un mouvement, mais il sera le plus désordonné possible. Et c'est pour ça qu'il y a une différence très très profonde entre un mouvement mécanique où toutes les particules vont à la même vitesse, enfin elles ont une agitation en plus par-dessus, mais elles ont toutes une vitesse commune, tandis qu'une fois que tout s'est dissipé, chacune a sa propre vitesse, et de faire repasser toutes ces vitesses complètement désordonnées en un truc ordonné où elles vont toutes dans le même sens pour emmener le corps, c'est possible, mais ça ne se produira jamais. Mais jamais, jamais. Et donc c'est ça en fait. C'est pour ça que toutes les énergies ne se valent pas. Une énergie ordonnée mécanique à l'échelle macroscopique, il faut le fabriquer, quoi. Il faut introduire des choses, il faut faire quelque chose de spécial pour que ça se produise. Ça ne va pas se produire spontanément. Tandis que l'inverse, oui, vous avez un truc ordonné, ça finit par se désordonner. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de notion d'ordre et de désordre vis-à-vis de l'entropie. Mais il faut faire attention, il y a beaucoup de contresens liés à ça. Le fond du problème, c'est le nombre d'états microscopiques qui vous donnent le même état macroscopique. Et quand ce nombre, quand vous avez affaire à des systèmes avec des nombres gigantesques de particules, en fait, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a effectivement des états qui sont tellement probables, c'est-à-dire il y a tellement d'états microscopiques qui donneraient la même apparence, que c'est sûr que l'état actuel, c'est forcément un de ceux-là.
Il y en a tellement peu qui donneraient une apparence différente, si vous voulez, que vous êtes forcément dans l'état qui est supporté par le plus d'états possible. Et est-ce que ça veut dire que la possibilité, c'est... enfin, comme vous dites que justement, si jamais on lançait 2 milliards de pièces et qu'elle tomberait sur enfin, la moitié retomberait, est-ce que ça veut dire que finalement le pourcentage, entre guillemets, c'est juste une quantification de notre ignorance? Alors que si jamais on avait toutes les lois de la physique, etc. Ah bah oui, vous pourriez prédire quel va être l'état final. Mais ça dépend de tellement de choses, elles vont s'entrechoquer, ça dépend du mouvement initial, etc. Donc, en gros, dire que c'est aléatoire, c'est pas, enfin, c'est faux, c'est pas aléatoire. Ça dépend très précisément de comment vous les avez lancés. Mais en pratique, c'est aléatoire parce que vous ne pouvez pas contrôler de toutes ces façons. Donc, il se passe ce qui se passe. Et donc, si c'est aléatoire, eh ben, vous pouvez calculer précisément la probabilité de chacune des configurations. Et vous pouvez compter ensuite le nombre de configurations où il y en a à 3 fois rien près, autant de piles que de faces, et le nombre de configurations où ça, c'est pas vrai. Eh ben, ce deuxième nombre est absolument minable par rapport au nombre de cas où ça va être à peu près autant. Et l'écart entre le nombre de cas où ce sera à peu près autant et le nombre de cas où ce sera clair que ce ne sera pas autant, cet écart-là est d'autant plus grand qu'il y a plus de pièces. S'il y a 3 pièces, encore une fois, oui, bah, ok, il y aura plus souvent 2, 1 que 3 du même. Mais enfin, ce n'est pas tellement plus. Donc, de temps en temps, vous allez le voir, les 3 du même. Mais si vous en lancez 1 milliard, non. Et si vous en lancez 1 milliard de milliards, oubliez, c'est fini. Or, dans 1 cm3 de matière, n'importe quelle matière, vous avez 10 puissance 23 particules. C'est-à-dire 10 puissance 23, 23 c'est 9 plus 9, ça fait 18 plus 5, c'est ça? Donc ça fait 100 000 milliards de milliards. Oubliez. Vous lancez 100 000 milliards de pièces, jamais vous allez avoir autre chose qu'un truc où il y en a la moitié de pile et la moitié de face. Peut-être plus 5, il y aura 5 milliards de plus de faces que de piles, mais 5 milliards sur tout ça, c'est rien. Donc en fait, non, vous savez qu'il y aura la moitié de piles et la moitié de faces. C'est comme ça. Et c'est purement statistique. Bon. Stop. À la semaine prochaine.